philosophie, c'est une discipline de la philosophie parce que la philosophie est la quête perpétuelle de la sagesse, de la vérité. Où il y a la vérité est tellement belle que quand il y a la vérité, tout est beau. Donc c'est en même temps la philosophie. Donc je veux dire que rien n'est facile, tout chemin, toute activité, je veux dire quoi, est difficile à pratiquer. Rien n'est facile sur cette terre. Tout ce que, même quand tu veux boire l'eau, c'est là tu sais. Les gars disent non, je peux faire ça comme une gorgée d'eau, L'eau là, boire, c'est facile non, mais le jour tu vas avaler des travers. C'est là que tu vas savoir que même boire l'eau là est difficile. Donc ça veut dire que tout est difficile, Nos parents voulaient tous que nous on soit des bureaucrates, des ingénieurs, machin. Toi, tu vas venir dire à ton papa que tu veux être esthéticien. Mais ça va être difficile. J'étais mis à l'école là. C'est pour venir masser les gens. C'est pour venir même faux anxier les gens. C'est difficile. C'est difficile. Moi, je suis assis là, mais les gens, ils n'ont jamais accepté. Mais aujourd'hui, ils voient comment il a donné un peu, ils commencent à les gérer là maintenant. Ils acceptent ce que je fais. Donc, ça vous dit que tout est difficile sur cette terre. Moi, je dois vous encourager parce que vous avez persévéré aujourd'hui. Vous vivez de votre métier, vous massez les gens. Non, massage, il n'y a pas dedans, ouais. Vous massez les gens, c'est votre bureau. Donc, faites votre travail, c'est votre bureau, rien n'est du tout. Et l'esthétique, c'est-à-dire chacun a sa manière. Vous pouvez me rendre, moi, je peux vous dire, prenez crayon, rendez-moi beau. Mais qu'est-ce que il serait beau à l'endroit? Chacun a sa manière, voit la beauté. Voilà, elle est là, moi, je la trouve, bon, elle est belle. C'est pas ce que moi, je vois, en tout cas. Vous êtes actrice de cinéma et aujourd'hui, on sait que votre passion, la plus grande d'ailleurs, c'est l'esthétisme. Comment vous arrivez à ce niveau alors? Voilà. Pendant les tournages, il y avait plusieurs départements. Il y avait le département make-up où il fallait quand même vendre le beau, il fallait vendre le rêve. Et souvent, on venait avec nos visages un peu fatigués. Et la maquilleuse nous disait à chaque fois, oui, on doit faire comme ça. Mais quand on se regardait après, on était transformés. Et moi, j'étais quand même impressionnée par les palettes qu'elle exposait. Et je regardais et dit, mais tiens, pourquoi ne pas apprendre et me transformer comme ça à la maison? Et ça commençait à m'intéresser. Après le tournage, bon, après, j'ai eu à travailler. J'étais en entreprise. Le patron même s'inquiétait. Il me dit, mais attends, toi, tu n'es pas assez concentré. Ce n'est que le maquillage, les tresses, tout ça qui t'intéresse. Tu ne viens pas vite. Il se plaignait. Et j'avais une voisine qui me disait, Christelle, pourquoi tu ne profites pas de l'offre que mon amie me fait? Elle va en Europe. J'aurais voulu que tu prennes son salon de coiffure. Donc, on me cède, voilà. Un salon de coiffure, mais là, c'était au marché Coco Vico. Pour une amatrice comme ça, tout de suite, en même temps... Tout de suite. Je commence à hésiter. La vie vous sourit. Je commence à hésiter. Mon mari me dit, pourquoi pas? Essaie, on ne sait jamais, parce que c'est ce que tu aimes faire. Et je commence. C'est quand même difficile, parce que comment gérer le travail, comment gérer le salon de coiffure. Le personnel aussi. Oui, le personnel, tout et tout. Et mon patron me dit, bon, ce qu'on va faire... Tu viens trop en retard. Et je me suis renseignée. On m'a dit que tu as un centre de coiffure à Coco Vico. C'est pas préférable d'aller suivre ton rêve. Attends, si je comprends bien, on vous met à la porte là. Mais gentiment. De façon très gentille. Un non-dit en fait. Va. Et là, qu'est-ce que vous ressentez? C'est bizarre, mais ça me faisait vraiment pas mal, quoi. C'était soulagé, finalement. Oui. C'est pas possible. Oui, c'était quand même un soulagement. J'ai dit, attends, bon, c'était pas bien rémunéré, peut-être? Ou acceptable? Pardon, ne te fâche pas. Hein. C'était pas mal, mais je pensais que je pouvais faire mieux, en fait. On a tenté de répondre à cette question. Qu'est-ce que le Didiga? Quelqu'un veut essayer? Un événement culturel. Ça va être un peu difficile, je crois. Un autre essai? Selon moi, le Didiga, c'est ce qui est impensable, quoi. Quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. C'est pas gagné. Docteur Philo, vous voulez tenter votre chance? Quand vous allez à Bobo, les mariages là, c'est du Didiga. Parce que oui, c'est l'impensable, on ne comprend rien. Quand on met l'écho, ah oui, vous comprenez quelque chose? Le son va élever, c'est du Didiga. Au secours, professeur! C'est mon avis. Oui, je sais, mais j'espère qu'on pourra avoir une réponse un peu plus claire. Le concept de Didiga, si vous voulez lui trouver une définition française, systématique, rationnelle, eh bien, vous frappez à la mauvaise porte. Le concept de Didiga va se définir justement par l'impossibilité de lui donner une définition rationnelle. Bon, didicatiquement parlant, c'est très compliqué, mais on va y arriver.
Rien de mieux qu'un esprit aéré pour cerner les choses abstraites. Et le reste de la semaine s'en est chargé avec la visite des 2 acteurs nigériens, Alex et Ike, qui ont fait grimper la température dans le studio. Même Philo n'a pas pu se contenir. Il est joli en réalité. On a terminé la semaine sur une note d'amour avec le récit de la rencontre de l'artiste Molière et sa femme. Je lui dis non, il faut orienter ton eau ailleurs parce que moi je ne peux pas dormir. Il ne faisait pas donc ça m'énervait quand je le voyais, mais je le dis, il m'énerve. À quel moment la vapeur s'est renversée? Je dors, je rêve à lui. Et on a retenu une leçon. Il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai de ton eau. Nous sommes en plein dans le surréalisme. Pardon? Le Didiga est pour nous ce qui dépasse l'entendement. Vu d'une certaine façon, c'est le champ au-delà du réel. C'est l'impensable, l'impossible. Ah, le Didiga. Courage le sage, on finira par percer ce mystère. D'ailleurs, il y en a une qui semble déjà être sur le chemin. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Tout ça, c'est du Didiga. Vous gagnez 100 000, vous faites quoi? Je vais demander à mes amis. Moi, il y a 100 000 là, il va en Guinée, ça fait 1 million là-bas. Aucun respect. Mademoiselle, vous avez 100 000, qu'est-ce que vous faites avec les 100 000? Levez-vous, présentez-vous et dites-nous ça. Bonjour à tous, moi c'est Doua Maël. Si j'ai 100 000, je vais réaliser mon projet. Quel? Peut-être ouvrir un magasin. Magasin à 100 000. Mais pourquoi si? Il y a des gens qui ouvrent des magasins avec 50 000, pourquoi? Si? Ouvrir un magasin, pas de produits cosmétiques, mais vendre un peu de tout. Voilà. Comme par exemple le riz, les boissons. Voilà. En tout cas, on peut bien commencer avec 100 000. J'avais engagé des filles et ces filles-là, je ne vais pas mentir, elles étaient vraiment bien avec moi. Un jour, j'essaie de prendre rendez-vous avec une femme qui devait se maquiller, en fait, pour son mariage. Moi, je consulte les filles puisque j'ai aucune formation. Et la fille ne vient pas. Ma principale ne vient pas. La femme est là. Moi, je suis là. On se regarde face à mon destin. Qu'est-ce que je fais? Bon, madame, excusez-moi, hein, j'arrive tout à l'heure. J'essaie d'appeler la fille, ça ne passe pas. La femme me dit, on va essayer de gagner en temps. Parce que le temps presse. On fait quoi? J'appelle une voisine qui était juste à côté de moi. Elle vient faire ce qu'elle peut. C'est pas ça, la femme est fâchée. Elle essaie elle-même de se maquiller comme un peu. Et voici une grosse frustration. Ah là, voici une grosse frustration. Mais finalement, vous la maquillez ou pas? J'essaie de la maquiller, mais là, j'avoue que ce n'était pas ça. La femme n'était pas contente. Et elle m'a même dit que j'ai essayé de boycotter son mariage. Oui, j'ai eu très mal parce que je ne comptais pas vraiment sur moi. Moi, c'était sur mon employeur, en fait. La femme est partie frustrée, moi également frustrée. Je me rappelle bien ce jour-là, il y a l'une de mes meilleures amies, Prisca, que je salue au passage, qui faisait sa dot. Je n'ai pas pu y être parce que j'étais assez frustrée et quand même démoralisée. J'essaie de prendre courage. Mon mari me dit, c'est rien. Vous n'allez pas pleurer. Non. Les Chroniques étranges d'Afrique est un recueil de nouvelles de 25 nouvelles. On découvre toutes les facettes de l'Afrique, on découvre tous ces petits secrets que l'on cache et tout. Et moi, j'ai bien envie de vous demander, quelle est la moralité que vous voulez faire ressortir dans cette œuvre? Chroniques étranges d'Afrique est l'Afrique. L'Afrique en miniature, l'Afrique avec ses travers, l'Afrique avec ses tares. Et je veux ouvrir le regard des Africains sur leurs défauts, sur leurs plaies. Avec cette plume-là, j'essaie de chatouiller où ça fait mal. Je gratte où ça saigne, pour que chacun puisse y faire lui-même son meilleur culpa. À l'intérieur de ces 25 nouvelles, il y en a 3 qui ont attiré mon attention. Il y a d'abord Djinondjougou. Oui. Oui, le nom fait rire. Il y a Djinondjougou, il y a Jama 203 et il y a Matouré. Oui. Et dans ces 3 nouvelles, on ressort un trait de caractère propre à l'Africain. Le maraboutage. Dans le premier, dans Djinondjougou, on ressort le maraboutage. Le maraboutage. Dans Jama 203, on retrouve la facette d'une femme, d'une coépouse. Oui, dans un système, dans un mariage polygamique. Qui s'arrange à transformer sa servante en troisième épouse, rien que pour faire mal à sa deuxième coépouse. Vraiment, c'est ça l'Afrique. Est-ce que vous n'avez pas peur quand même, quand vous taxe, de dénigrer l'Afrique? Non. Je me dis, souvent, on a peur de se regarder en face.
je suis moi-même partie prenante dans le livre. Je suis africaine, je vis au quotidien. Et je dis, regardons ce que nous sommes. Regardons ce que nous sommes devenus. Parce qu'il n'y a pas longtemps que nos parents, nous inculquaient ces belles notions, ces valeurs qui nous échappent aujourd'hui. Parce que comment comprendre, je reviens sur Guinan Diougou pour dire comment comprendre qu'aujourd'hui des femmes soient aussi portées sur ce maraboutage. Elles ne voient la vie que si elles maraboutent leur homme pour que celui-là leur débourse l'argent, leur débourse la bourse, ce qui n'est pas normal. En tant que femme, on peut s'affirmer, en tant que femme sans avoir besoin d'un marabout pour, on dirait, c'est votre mari pour vous faire des sous. Alors, s'il allait à l'école, pourquoi ne pas réfléchir comme lui? Pourquoi forcément le contraindre par maraboutage pour le rendre beaucoup? Le poisson et vous, toute une vie, c'est le thème. C'est aussi, hein, c'est pareil pour nous. Toute une histoire. Toute une histoire, voilà. Donc, c'est ce qui vous lie au poisson. Nous-mêmes, c'est parce que vous venez relater votre histoire. Sinon, le poisson, tu es vite une fille au-delà, c'est le poisson brésil. Avant même, là, c'était poulet un moment. Mais depuis, Agala, on a parlé des poulets, des trucs. Elles ont peur quand elles vont dire poisson. Ah bon? Ouais, et puis 3 boules. 3 boules d'attiqué. Oui, c'est comme ça même. Aïe! Vous ne croyez pas? J'imagine quand même la dimension du poisson pour avoir 3 boules d'attiqué. Oui, 3 boules. Mais c'est les filles, c'est comme ça. Souvent même, tu payes 3 boules pour elle demande. Mon frère, il dit 3 boules là, tu as main dedans aussi. Ah, mais nous, ça arrive. C'est notre quotidien. Bon, c'est pas le thème, voilà. Et j'ai envie de dire, faites attention à qui vous invitez quand même, docteur Philo. À cette allure-là. Ah, on va aller voir. Sinon, nous, des passages en propre pièce, ça va avec. Le poisson, c'est notre quotidien. Et depuis même c'est-à-dire où on pêche le poisson même déjà, c'est-à-dire notre vie même se résume à cela même. Quand vous avez les Aourans là, ceux qui pêchent le poisson là, vous les connaissez, les Aourans, les Bosso et autres, tout ça. Vous voyez, leur vie c'est le poisson. Eux-mêmes, la manière de pêcher le poisson, eux-mêmes là même, tellement, ils sont dans le poisson, ils sont ancrés dans le poisson. Vous voyez, demain si vous êtes Aourans, eux-mêmes ils font la sieste sous l'eau. Ils font oui, quand il est 14 heures, ils vont faire la sieste et puis ils reviennent sous l'eau. Et de là-bas, le poisson va repartir. Quand vous voyez nos mamans en train de vendre les poissons au marché, c'est toute une vie. C'est-à-dire, c'est le poisson, djege, béa, djege. Et puis, de toute façon, les femmes qui vendent le poisson ont l'argent. Généralement, quand vous allez là, elles mettent l'argent ici, là. Donc, il y a un petit sac ici, là. Tu vois, quand on dit payer à palabre, là, elle prend panier à la tâche. C'est pas vrai, ça prend de l'argent, elle la tâche. L'argent de poisson, là. Je dis que l'argent du poisson, c'est ça. Et puis, bon, les femmes de maman aussi qui fument le poisson, vous fumez le poisson. Et ça, bon, c'est parce que vous venez à l'émission. Sinon, vraiment, je me demande si. C'est pourquoi j'ai envoyé Cachiné là. Odeur de poisson! Odeur! Mais quand elle te dépasse, elle fume le poisson, quand elle te dépasse, c'est que toi-même tu cherches dans le rhume là, ça va. En fait, ça tue le rhume. Ce n'est plus le cas maintenant. L'activité était aussi rentable. Pourquoi n'avoir pas décidé d'en faire, on va dire, un tremplin pour assurer vos études? J'ai eu l'idée à partir d'un certain moment. Mais j'avais voulu... j'ai continué un peu et aujourd'hui, je pense que je n'ai pas choisi le mauvais chemin. D'autant plus que le poisson m'a conduit à un niveau. Et j'ai eu, après avoir continué dans ce poisson, j'ai eu pratiquement plus de 16 diplômes dans les ateliers, dans les conférences. Voilà, des diplômes de participation qui ont encore renforcé ma connaissance. Et vu tout ce que j'avais déjà un niveau. Et donc, je me suis lancée surtout dans le plaidoyer pour les femmes au niveau national, au niveau africain et même au niveau international. Et il faut dire que vous êtes passé de la pêche au fumage du poisson. On veut bien savoir le fumage du poisson, cette activité que toutes ces femmes exercent aujourd'hui, qui n'est pas du tout aisée. Dites-nous un peu comment est-ce que vous avez démarré et quelles sont les difficultés auxquelles vous étiez confrontés. Juste après les études, je suis venue quand même avec une petite somme qui n'atteint même pas 5 000 francs. Et donc, j'ai commencé petit à petit. Et ça, c'était vraiment au plus fort au niveau de... En 2002, je crois, mais c'était un moment difficile quand même au niveau du pays. Et donc, j'achetais le poisson, je le fumais et je partais revendre dans le plateau. Mais après, j'ai continué pendant longtemps. Mais le fumage est une activité qui est très difficile. Parce qu'on faisait le mariage, la transformation et ensuite la commercialisation, même la distribution. Mais le fumage est une activité qui est très difficile.
en ce moment parce qu'on fume sur les petites barriques. Et on est en contact direct avec la fumée, la chaleur du feu, la chaleur même du soleil aussi parce qu'il n'y avait pas d'abri conséquent. Et puis le vent, on est exposé au vent, à la pluie. Et vu toutes ces conditions-là, je pense même que j'ai eu un grave problème parce que j'ai perdu, j'étais en début et compte tenu du fait que j'étais vraiment courbée sur le feu et à plusieurs reprises, oui, je n'ai pas fait attention et les semaines qui ont suivi, j'ai perdu. J'ai compris tout de suite que ce n'était pas de moi seul qu'il s'agissait, mais de l'ensemble des femmes qui travaillent, qui font ce fumage-là. Et je pense que le temps nous a donné raison parce que quand le département de géographie tropicale avec professeur Anno sont venus pour faire une expérience avec le CHU de Yopougon sur la santé des femmes au travail dans le secteur de la pêche, il s'est relevé des graves maladies que ces femmes-là développaient. C'est un thème quand même qui en dit long et vu la page de couverture avec l'image de cette femme fière, qui a le regard tourné vers le haut. Tout à fait. Voilà, scrutant peut-être l'horizon et se disant qu'il y a de l'avenir, que malgré tout, je reste debout. Exactement. Alors, ce roman, pour moi, c'est un cri du cœur. C'est un hommage que souhaite rendre au courage des femmes, à la beauté, la force intérieure des femmes. Et c'est l'histoire... Les femmes en général? Les femmes en général. D'accord. Mais attention, ça ne veut pas dire que je renie les hommes. Alors, il y a deux niveaux dans ce roman. Un, c'est un appel pour la paix dans le monde entier, au regard de ce qu'on peut voir, toutes les crises que traverse le monde en ce moment. Donc, c'est ce niveau global. Et l'autre niveau, il est intime. C'est... qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'une femme quand elle affronte un danger grave, des problèmes très graves? La vie n'est pas un long fleuve tranquille, malheureusement. On a tous à affronter des choses terribles. Je voulais décortiquer et rentrer dans le cœur de ces femmes-là. Qu'est-ce qui se passe? Comment on survit? Comment on se bat? Est-ce qu'on reste couché? Voilà. Est-ce que la peur nous paralyse ou pas? Quand vous êtes rentré dans le cœur de ces femmes, est-ce que vous avez trouvé la tristesse, la joie, le bonheur? Toutes les émotions possibles et imaginables. Mais le plus important, c'est qu'il ne faut pas se laisser paralyser par l'émotion. C'est ça le plus important. L'émotion, il faut la prendre en compte, mais il faut savoir la dépasser. Voilà. La peur, c'est quelque chose qui peut être paralysant. Ça peut nous bloquer, mais il ne faut pas écouter ça. On est capable de beaucoup de choses et on dépasse ça. Donc toutes les émotions, on s'en sert et on avance. On souffre pour se coiffer, c'est-à-dire on fait d'abord on stresse avant le défrisage et ensuite une fois qu'on est passé par cette étape-là, on a des douleurs parce qu'on met des tissages, des tresses et tout qui n'en finissent pas. Et on souffre encore quand on les détache parce qu'on a des cheveux qui restent dans les mains. Allez, justement, parlant de défrisage, vous, au niveau de vos soins, vous interdisez carrément le défrisage des cheveux on n'en a de type vraiment africain. pas besoin. On n'a vraiment pas besoin. Parce qu'on sait manipuler le cheveu sans douleur, parce que la problématique principale, c'est ça. La douleur peut être complètement évitée. Voilà. La douleur peut être évitée, mais les femmes africaines, en général, ont l'impression que les cheveux de type africain ne sont pas très malléables. Et voilà, donc il faut pouvoir les défriser pour faciliter les coiffures. On n'a pas besoin de souffrir pour être belle. On fait mentir justement cet adage-là, qui dit qu'il faut souffrir pour être belle. On en ressort avec l'information selon laquelle, chez nous, on a réussi justement à capitaliser toute l'expérience qu'on a pour mettre en place un suivi personnalisé grâce à un logiciel, justement, qui est complètement dédié aux cheveux de type africain. On en ressort avec l'information selon laquelle on réussit à performer au niveau des formulations de produits qui sont complètement adaptés à notre type de cheveux, à l'état du cuir chevelu. Parce que ce sont des aspects aussi qui sont négligés. Je vais parler par exemple de la reclassification que nous avons faite du cheveu de type africain. On parle de gros grains chez nous, on parle de micro-boucles qui ont des problématiques particulières selon les cas. On parle aussi d'état du cuir chevelu qui peut présenter des croûtes, des pellicules, des démangeaisons après le retrait des mèches. Donc tout cela, c'est important de le savoir pour pouvoir justement apporter la réponse adaptée. À l'église, il y avait une dame qui avait encore eu confiance en moi, qui m'a confié son mariage.
voici un autre problème. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème, parce que là, il faut montrer que tu peux faire quelque chose. Il dit, non, il n'y a pas de problème, on peut gérer, il faut venir. Et comme j'étais au marché, je ne pouvais pas l'emmener jusque-là, je lui ai dit, bon, viens à la maison chez moi. Elle a dit, d'accord, elle vient sa dame de compagnie. J'étais avec une sœur, Sonia, Madame Da. Elle a dit, tu es sûr que tu peux? J'ai dit, bon, on va faire. Elle dit, bon, je suis là, on va gérer. J'ai commencé à la maquiller. Je dis déjà que j'ai regardé sur YouTube un maquillage bien précis. Je dis, bon, je reproduis le maquillage, je ne change pas les couleurs, parce que si je change, on ne sait jamais. J'ai essayé de reproduire. Dieu merci, la dame a vraiment aimé. Et avec Sonia, j'ai commencé à faire la coiffure. Et c'était au-delà même de ses attentes. Wow. Elle a dit, ah, merci, tu m'as rendue belle. Mais elle ne savait pas ce qu'elle venait de me rendre comme service. Elle m'a redonné encore courage. J'ai dit, OK. Elle est partie. Il y a eu un autre chapitre où je pensais que peut-être j'arrivais quand même à trop bien savoir maquiller. Je commençais à postuler maintenant pour les petites séries, pour les shootings. On me dit, voilà, voici quelqu'un, il faut maquiller la dame, maquiller le mannequin. Je fais un truc, on dit, attends, c'est ça là, tu appelles maquillage là? Ça c'est quoi? Je dis, non, c'est le maquillage. Mais non, c'est nul. Au suivant. Oh non. C'était difficile. On dit, tu n'as pas resté dans le cinéma? Parce que là, c'est quoi? Non, il ne faut pas gâter ton nom. C'est quoi ça? Ah, un autre découragement. Mais ce que je veux savoir, je veux dire, pourquoi, après maintes frustrations et rejets, vous n'abdiquiez pas? Vous ne vous êtes pas dit, non, ma voix est ailleurs, surtout que vous aviez déjà à vos cordes le chant et aussi le cinéma, puisque vous jouez bien au cinéma. En fait, à un moment, j'avais l'impression qu'on fouettait un peu mon orgueil. Et j'avais tellement l'amour de la chose et je voulais surtout prouver à mon papa, à ma famille, que je pouvais vraiment être exceptionnelle dans ce que je fais. Au fur et à mesure, avec beaucoup d'entraînement, j'allais quand même arriver à ce que je voulais être. Wow. Vous avez dit quelque chose de grave tout à l'heure, c'est-à-dire dans vos débuts, dans le début de l'activité, vous perdez votre enfant, enfin, vous faites une fausse couche. Je veux dire, après donc, cette étape, qu'est-ce que vous dites? Je continue, j'arrête? Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez continué. Qu'est-ce qui vous a donné la force, le courage de poursuivre? Après cette étape, on a eu aussi d'autres petits problèmes. Mais l'objectif est que vraiment après cette étape, je n'ai plus eu d'ambition dans la pêche. Mais j'ai commencé à avoir une vision. Mais vous l'avez vécu difficilement quand même? Très difficilement, ça a été très difficile. Mais après, je me suis spécialisée un peu dans le mariage. J'ai continué dans le mariage pendant longtemps avant de faire la transformation. Mais quelques années plus tard, quand même, avec toutes ces difficultés, à force de crier, de parler, il y a la FAO qui, depuis l'industrie des pêches de la FAO, au siège de la FAO à Rome, qui ont porté la réflexion sur le travail des femmes, surtout comment limiter les pertes après capture. Parce que ce n'est pas seulement la santé des femmes, mais les femmes perdaient beaucoup d'argent après ces captures-là. Parce qu'un autre mal, ce n'est pas seulement de pêcher, mais l'impact, c'est de faire des pertes après capture. Tout ce gaspillage de poissons. Ces pertes-là, bon, surtout que les femmes pêchent, elles fument le poisson sur des petites barriques. Évidemment, il faut finir de fumer l'autre avant de prendre ce qui est dans la barrique, dans la cuvette. Et donc, ça faisait perdre beaucoup d'argent aux femmes. Et la FAO a axé une réflexion sur ce pan-là. Et en 2013, nous avions participé à un atelier à Lomé sur les pertes après capture. Comment limiter ces pertes-là? Comment limiter ce gaspillage d'argent? Comment limiter ce gaspillage qui avait un impact sur la sécurité alimentaire? Parce que la pêche, c'est aussi la sécurité alimentaire. Et donc, après cet atelier, on a sorti les premiers fours qu'on appelait les fours FTT, les fours de FAO de technique Tcharoy. Ce sont des fours électriques, si je ne me trompe. Non, ce ne sont pas des fours électriques, mais le dispositif qui est mis en place permet à la femme de ne plus être en contact avec la fumée. J'ai fait un petit sondage, un petit test de compatibilité avec les prénoms, avec les chroniqueurs de cette émission. Peut-être que si Cupidon arrive ici, qui lance une flèche, voici ce qui va se passer. Donc, Jean-Michel et Jessica Bombal, pourcentage 20%.
avec l'aide évidemment. Voilà, 20% de compatibilité. En gros, ça va pas. On a la même passion, mais non, ça peut pas. Ça peut pas aller. Quand même, pourtant, vous avez des atomes crochus. Alors, le message disait, vous avez beaucoup de points quand même, ça ne suffit pas pour créer une histoire d'amour. Ensuite, Jean-Michel Onin et Zéna Alissard, 30%. Ah bon? Oui, Jean-Michel et Priscilla Desgameuses, 40%. JM et Marie-Paul Adjé, 70%. Wow. Et attention, Jean-Michel est compatible avec Méliane Cuny à 90% quand même. Ensuite, bon, il n'y a pas beaucoup de garçons dans cette émission. Jean-Michel ne cherche plus si tu cherchais. C'est trouvé avec Méliane, 90%. On va partir directement avec Aloussen Sidibé et Jessica Bamba, 70%. Désolée. Aloussen Zénalissar, 90%. Aloussen et Marie-Paul, 90%. Il a des problèmes, ce monsieur. Méliane et Aloussen, 90%. Et finalement, avec Priscilla Desgameuses, c'est un 100% qui sont compatibles. Et vous terminez Docteur Philo, bon ça, avec Jessica Bamba, 50%. Avec Zéna, 60%. Priscilla Desgameuses, 70%. Méliane Cuny, 80%. Et sans surprise, avec Marie-Paul Adjé, 100%. Ah, j'ai tout compris là. J'ai tout compris. Oh, j'adore ta barrette, c'est magnifique. Moi, j'aime les invités de ces midis. Surtout quand Stromae est venu. Oui, il a même pleuré sur le plateau. Ah oui. Se promener avec les enfants là, c'est compliqué. Vous êtes toujours dans les autres. Et l'émission de ces midis qui parle, lorsqu'on parle de grands moments de télévision, c'est avec Alpha Blondy. Ah ouais. Toi, tu dis quoi même? Tu n'as pas suivi l'émission à Drogba? C'était le best. C'est vrai, c'est vrai. Vous parlez de tout cela. Et la star des stars, elle a eu plus de vues sur YouTube. Et Doxy Yao. Et la go Ça va. Ouais, oh, laisse ça là. Aïe. Non, mais en fait, tu dis quoi? Non, mais calme-toi. Non, laisse ça. C'est quoi? C'est ton gars. Faut laisser ça. C'est mon gars aussi. Laisse. Je veux que je vais voir de la famille. Attends. Cette histoire de Caro là, ici, prête tout dans la famille. Les filles, ça va? Ça va ici? Ouais, ça va. Ça va. Eh, tu as tout dans son rétro. Ça va comment là? Pourquoi tu as fait quoi? Voilà, je vous présente tout de suite. Voilà. Ça, c'est mon ami. Lui, il ne vit pas ici. Il vient de Paris. Quand on arrive chez les gens, surtout que tu as un invité là, tu lui donnes à soi d'abord. Tu n'es pas chez toi, tu fais. Mais c'est moi, ici assis. C'est à vous de vous lever. Voilà. Les filles, je vous présente monsieur Fongban Grégoire. Voilà. C'est pas Grégoire. C'est pas votre Grégoire voleur là. Grégoire, c'est un grand journaliste international. Il vit à Paris et il est venu pour interviewer Marie-Paul. Il est venu de Paris. Bravo. Allez, faites au travail. Grégoire. Bonjour voilà. Marie-Paul, vous êtes très connu en Europe. Depuis quand avez-vous commencé la mode? Alors, excusez-moi. Écoute, c'est la radio, c'est pas la télévision. Vas-y. Bon, j'ai commencé... Bon, ça dépend, il faut préciser, c'est pas la mode, c'est la mode du futur. Tu vois mes frères, ils sont tous assis là. Il y a Grimbré à côté, puis ils ne voient pas. Ils sont assis avec un blanc. Moi, Grégoire, je dois prendre ça là. Ce Grimbré là, je dois prendre ça. Mais il y a un problème. Parce que la famille me connaît. Et si je me fais attraper, on n'a pas besoin d'être génie pour savoir ce qui va se passer. Je vois mon frère Al-Hussein dit, toi Grégoire, tu ne changeras jamais un véritable voleur. Adjoa et Marie-Ange diront, Grégoire, c'est la honte de la famille du tout. C'est mon honneur qui est en jeu. Dès que je suis là-bas, et les gars, c'est comment? Et il fait chaud, hein, c'est comment? Puis là, je sais que au même moment, je vais changer leur idée. Et à travers leur idée, moi je rentre en position. Hé les gars, ça va? Pas tout chose, j'espère. C'est bon? C'est bon ici? Ça va, merci. C'est bon ici? Très bien, très bien. C'est qui ce mec? C'est mon grand frère. Faites attention. Plus voleur que lui, tu meurs. Marie-Ange, faut te méfier. Tu vas savoir que moi, je suis aussi tapasseur. Touche à Marie-Ange, tu vas nous frapper, nous tous ici. Nous tous, tu vas nous frapper. C'est que tu vas nous tabac aussi. Tu as vu maintenant, non? Du gars, même blanc, même vert, t'es garé dans ton propre pays. Ça, c'est gâté, hein? Parce qu'un blanc parle dedans. Oh, ça, s'il fait erreur, ils vont me frapper ici. Bon, ok. Si Phil est là, c'est qu'il va parler de Caroline. Ah, s'il parle de Caroline, ils vont les chasser. Alors, s'ils l'ont chassé, tout de suite, moi, ça m'arrange. J'ai fait l'opération. Ah, mais s'il peut avoir un miracle, oh, ça allait me faire plaisir. Il va juste être gentil, c'est tout. Non, attends, cette tonnerre que nous avons sauté comme ça, quoi. Et les 300 francs qui étaient ici, là, qui a pris? Attends.
C'est qui s'en va là-bas? Tu le connais? Quand j'étais en 3e, j'ai été convoqué par le directeur qui a convoqué mes parents. Et mon père est venu à l'école, on dit bon, votre fils ne vient pas à l'école. Pourtant, il paye tout. Il paye toute la scolarité, mais je ne vais pas au cours. Et on voulait compter les heures d'absence. Et mon père dit bon, c'est mieux qu'on compte les heures de présence. Franchement, ça va aller plus vite. J'étais même pas présent. Je partais en classe, après je suis au fumoir. J'attends les vendredis pour les règlements de compte. Et puis bon, c'était ça. J'ai même été avec le groupe, les gangsters, j'ai même marché avec les gangsters, les vagabonds. Et mon père se plaignait toujours. Bon, quand on lui dit papa, ton fils fume, j'ai dit non, c'est faux. C'est dur que je faisais donc. Ensuite, mon fils n'a jamais fumé. Il dit ah, moi, il ne fume pas. Hein. Non. Tu ne peux pas croire que je sors, même souvent la nuit, je sors. Pendant qu'on est assis au salon, on regarde la télé ensemble. Quand ils disent va se coucher, j'attends quand il sort. Puis je suis dehors dans la rue. Je vais à Yopougon, dans les bars. Je rentre, j'ai commencé à fréquenter les bars, les maquis. Et puis, bon, c'était comme ça. Hein. Après le BTS, non, le BPC, j'ai été orienté au lycée technique. Le père a tout fait pour que je sois, on me recadre un peu. J'arrive au lycée technique aussi. J'étais sous-chef de classe. Et je suis entré dans la fédération. Qu'est-ce qui a joué votre faveur? Non, en fait, parce que... Ils avaient peur de vous ou quoi, vos camarades de classe? Non, parce que sous-chef, il y avait des faveurs. Je peux tirer les coups quand je veux. C'est moi qui fais l'appel, c'est moi qui ai le cahier. Donc, voilà, quand je disparais, il disparaît le cahier. Ne faites pas ça chez vous. Là, je m'adresse à tous ces gars qui nous regardent là maintenant, qui sont là dans les maquis. On a qu'à boire. On a qu'à boire. Ouais, c'est ça, on a qu'à boire. C'est bien, on a qu'à boire. Mais tu sais pas qui a inventé la bière, gars. Tu sais pas. Ouais, tu sais pas. Très cher, sont les dames de Mésopotamie. Donc, c'est une ancienne contrée. Je pense qu'on aurait quand même pu se passer de cette dame-là sur cette liste. Franchement, non. C'est mon avis. C'est mon avis. Il faut appeler les femmes. Sans ces dames, je savais pas du tout. Vraiment. C'est femme qui a... Mais c'est important, faut le dire. Je comprends pourquoi elles aiment la bière, il faut qu'on se fasse. Et donc sans ces dames-là, on n'aurait pas connu la bière, parce que la bière a été inventée il y a 7000 ans. Vous comprenez, il y a 7000 ans par ces dames-là, donc qui la consommaient, qui la buvaient aussi, qui la vendaient. Une activité qui s'étend de plus en plus. On recensait en 2012 31 millions de blogs aux États-Unis, alors que dans le monde, on estime à 3 millions le nombre de blogs qui naissent chaque mois. Même si le nombre de blogs inactifs demeure élevé, certains arrivent à résister au temps et encore mieux à être rentables. Gagner de l'argent à travers son blog, c'est possible. Mais comment ? J'ai rencontré 2 jeunes blogueurs ivoiriens, Orphélie Talmas, blogueuse culture, et Bissirio Radji, blogueur tech. Ils nous expliquent comment ça marche. Je suis blogueuse depuis 2012, ça va faire 6 ans maintenant. J'avais un blog l'année dernière. Dans mon domaine, c'est beaucoup plus simple parce que dans le milieu de la high-tech, c'est un peu plus facile d'avoir de l'argent. En fait, si tu fais quelque chose de très propre, de très qualitatif, ce qui va arriver, c'est que des marques vont te demander de faire des vidéos pour tester leurs appareils. À mon niveau, c'est un peu moins évident, mais ça se fait. Ça prend un peu plus de temps parce que je parle d'art et de culture. C'est pas quelque chose qui est très pratiqué ou... Enfin, dans les réflexions des gens, quoi. Les blogs de mots, de développement personnel et de technologie font un tabac. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque tu fais un contenu de qualité, lorsque tu as beaucoup de gens qui regardent ton contenu, donc de toute façon, si tu fais quelque chose de propre, il y a beaucoup de gens qui vont regarder. Il y a des entreprises qui vont vouloir, par ton canal, faire en sorte de se faire connaître. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que ce que tu dis reflète le plus possible la réalité. Quand vous ouvrez votre blog, n'espérez pas avoir de l'argent tout de suite. D'ailleurs, ne partez pas avec l'intention de vous faire de l'argent. Jamais. Vous devez déjà aimer le sujet. Votre blog doit générer de l'intérêt. Plus vous arrivez à grandir et à fidéliser votre communauté, plus vous intéressez les entreprises. En gros, plus vous êtes suivi et plus vous pourrez gagner de l'argent. Combien les entreprises sont-elles prêtes à payer pour un blogueur? Ça dépend de sur combien de temps va durer l'événement, le festival ou l'exposition. Ça dépend aussi de l'annonceur. De sa notoriété, de sa cote, de son budget, enfin il y a tout ça. Mais je me suis déjà fait 500 000 pour une activation. Il y a quand même des investissements à faire, un ordinateur, du matériel pour des photos et des vidéos et une connexion internet, évidemment. Il y a des fois où tu n'as rien, tu ne gagnes rien pendant 3 mois, mais tu t'en fous un peu parce que tu aimes ce que tu fais et tu crées du contenu. Et le contenu pour toi, c'est de la valeur que tu peux monétiser plus tard. J'investis dans ce que je veux pour avoir un rendu vidéo beaucoup plus qualitatif. Donc si tu veux faire un truc de qualité,
tu es obligé d'investir énormément. Et d'ailleurs, je travaille parfois avec Bissiriu qui réalise des vidéos pour moi et il est rémunéré pour ça, donc c'est de la dépense aussi. Exactement. C'est des dépenses aussi que j'investis entre autres. Donc on dépense pour avoir plus, mais ça prend du temps. En Côte d'Ivoire, quelles sont ces entreprises qui ont compris l'utilité d'un blogueur? Des marques de smartphones, des boutiques de high-tech. Et les promoteurs d'événements aussi. Oui, voilà, par exemple. Les sociétés de téléphonie mobile, les entreprises qui commercialisent de la boisson ont bien compris le concept et que c'était intéressant d'associer les blogueurs à leur plan de communication. Si aux États-Unis, certains blogueurs touchent des milliers de dollars, en Côte d'Ivoire, on en est loin. Pourquoi est-ce qu'à mon avis, ici, le blogging, faire des vidéos, tout ça, ça marche beaucoup moins? C'est parce que je me dis que les gens n'ont pas encore compris l'impact que ça peut avoir sur leurs clients, en fait. Alors moi, me concernant, je pense qu'il y a le problème aussi de pénétration Internet. Je pense que la consommation d'Internet n'est pas la même en France qu'en Côte d'Ivoire. Ici, tous les blogueurs ont une activité principale. Le blogging est une valeur ajoutée. Lorsque vous allez faire quelque chose que vous aimez, vous allez le montrer aux autres, c'est sûr que les gens vont aimer ce que vous aimez parce que vous le faites bien. Et vous pourrez potentiellement peut-être gagner de l'argent. Mais c'est pas le plus important. Nous, en tout cas, on s'éclate parce qu'on a choisi ce qu'on aime. Donc, c'est ce qu'on vous recommande de faire. Allez, il ne vous reste plus qu'à trouver ce qui vous passionne et à vous lancer. Bloguer, c'est gratuit à la base, c'est libre et ça peut rapporter. L'intérêt, c'est de partage. Donc Philo vous demandait, donc le poisson n'a plus la même odeur. Alors, de quelle technique usez-vous pour atténuer ou pour faire disparaître l'odeur du poisson? Il faut dire que déjà, au niveau du fumage, le système qui est mis en place déjà, la femme n'a même pas contact avec le feu. Déjà que la fumée passe déjà dans la cheminée pour ressortir en haut et le générateur de fumée en place permet de nettoyer la fumée même qui va sur le poisson parce que l'éponge végétale est mouillée. Et donc, tout ce qui est, on provoque le feu, donc la fumée, et tout ce qui est fumée qui doit aller pour parafumer le poisson est nettoyé avec l'éponge végétale. Donc, tout ce qui est toxine là-dessus est retenu par l'éponge végétale mouillée. Et c'est la fumée nettoyée qui va pour parafumer le poisson. Vous n'avez aucun regret? Vous ne vous dites pas, si j'avais peut-être poursuivi mes études, je ne serais pas en train de fumer le poisson, je ne serais pas en train de vivre toutes ces difficultés. Peut-être que je serais au sommet d'une entreprise, non? Je pense déjà que je suis au sommet d'une entreprise. Bien sûr. Je n'ai vraiment rien à envier aux autres. D'autant plus qu'en moins de 5 ans, je pense bien de 2013, de 2013 à 2018, j'ai fait pratiquement beaucoup de pays dans le monde. Au niveau du Kenya, on a été au niveau à l'UAIBA, au Bureau interafricain des ressources animales, pour porter le plaidoyer des femmes à Bruxelles au sein de la Commission de l'Union européenne, à la FAO, à Barcelone, à Madrid, pour porter le plaidoyer des femmes à tous les niveaux où se prennent des décisions pour ces femmes-là. Je pense que je n'ai vraiment rien à envier, mais je continue de porter mon plus dans le secteur de la pêche. Je continue d'œuvrer pour que les femmes aient des conditions de vie, de travail meilleures et qu'elles soient autonomes aujourd'hui parce que le genre dans le secteur de la pêche reste, à l'heure du débat, reste important dans tout ce qui est comme document aujourd'hui qui sort au niveau des directives de la FAO, des politiques africaines, au niveau de toutes les décisions qui se prennent dans le secteur de la pêche. Les femmes sont à l'honneur. Je pense que c'est une victoire pour nous, c'est une victoire pour notre secteur, c'est une victoire pour notre union, pour notre coopérative, pour notre fédération, c'est une victoire pour toute la Côte d'Ivoire entière. Aujourd'hui, je vous présente l'Auto Drive Control. C'est un système inventé par un jeune Ivoirien du nom de Erickson Konombrou qui va littéralement transformer votre véhicule en une batte mobile. Pourquoi? Parce que c'est un boîtier qui possède un système électronique grâce auquel vous pourrez déverrouiller, sinon démarrer votre véhicule avec votre pouce. Donc, empreinte digitale intégrée. Effectivement, c'est génial, on commence très fort. Donc, il y a le lecteur d'empreinte digitale, en plus d'avoir le lecteur de badge pour la sécurité. Et grâce à ce système embarqué-là, qu'on va appeler LDC, votre voiture, comme je l'ai dit, va devenir une batte mobile. Parce que le système a été pensé pour vous permettre d'avoir sinon pour vous proposer toute la sécurité possible. Autre avantage avec ce système, c'est que votre véhicule, vous pourrez le contrôler partout où vous êtes. Quel que soit l'endroit sur la Terre, vous pouvez contrôler votre véhicule, sincèrement. Avec votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette.
Comment ça marche? Le système est sous système GSM, donc marche avec le réseau GSM parce que c'est le réseau qui a le plus grand taux de pénétration et donc vous permet, grâce à un téléphone, de, je veux dire, démarrer le véhicule, baisser les vitres du véhicule, ouvrir le coffre du véhicule, démarrer, éteindre le véhicule, localiser votre véhicule et aussi traquer votre véhicule. Ça veut dire pister votre véhicule. C'est juste génial et ça a été pensé par un Ivoirien. Comment est-ce que vous avez découvert le marathon des sables? Déjà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est considéré comme étant une discipline sportive? Oui, c'est une discipline sportive. C'est une course de 250 km dans le désert, en autonomie alimentaire. C'est-à-dire que pendant 5 jours, je vais porter ma vie dans mon dos. Attendez. 250 km, ça fait très rapidement Abidjan, Yamoussoukro fait 235 km, oui. Donc un tout petit peu plus. D'accord. Mais dans le désert? Dans le désert, avec des températures allant jusqu'à 50 degrés, entre 45 et 50 degrés la journée. 50 degrés. Et ça peut descendre en dessous de 0 la nuit. Wow. Ok. Alors, donc je ne vais même pas vous demander quelle est la différence entre le marathon des sables et le marathon normal. Parce que voilà, là, vous courez non seulement la distance, mais vous portez un poids. Je porte un poids et surtout le marathon classique, on va dire, c'est sur du bitume. Ouais. Moi, c'est dans le sable. Waouh. Alors, j'ai envie de vous demander, mais comment vous êtes arrivé à faire ce truc un peu bizarre, finalement? Je pense que je dois être bizarre à la base. Mais il l'a dit d'ailleurs. On aime bien les gens bizarres ici, hein. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Mais comment vous découvrez cette discipline qui n'est pas très connue visiblement? À la télé. Un reportage à la télé sur l'ultra trail, donc sur l'ultra marathon. Et là, je me suis dit, c'est ça que je dois faire. Je dois y arriver. Donc la scène, c'est que vous êtes devant votre écran. Exactement. Vous voyez des gens courir dans le désert. 50 degrés, vous vous dites, ah, j'aimerais bien essayer ce truc quand même. C'est ça? C'est exactement ça. Mais avant ça, vous êtes sportive à la base? Oui, oui, je suis une coureuse en fait. Donc je faisais déjà des marathons. Et puis peut-être que je me suis dit, bon, 42 km, ouais, bof quoi. On peut essayer d'aller un peu plus loin. Il y a quelqu'un qui a une petite adresse. On va l'écouter. Méliane? Voilà, je veux dire merci à toute la famille, c'est midi. Oh, passons la vie. J'ai les larmes aux yeux. Quelle larmes aux yeux? Alors Méliane, c'est une très très bonne nouvelle pour elle. Et elle a eu un très bon poste dans un organisme international. Et vu ses fonctions, elle ne pourra malheureusement plus venir ici à ces midis pour ses émissions. Donc c'est sa dernière émission. Donc je vous dis merci à tous. C'est la dernière de la saison. Merci et je vous garde là. Et sache que tu vas nous manquer. Méliane, c'est la fille avec qui on n'a jamais de problème pendant 4 ans. On n'a pas de problème avec elle. C'est une fille tranquille qui a la tête sur les épaules. Et voilà. Ouais. Que d'émotions. Que d'émotions sur ce plateau. Et voilà. Ça va. Chacun de nous va aller un jour comme ça, un peu. C'est des larmes, c'est des pleurs quand même mitigés. Hein. Ah, ouais, c'est la joie de gagner beaucoup de sous. Voilà. Et puis la tristesse de quitter la Carogang parce que franchement, c'est pas évident. Après 4 ans, elle part. Méliane, tu as tous nos encouragements. On est avec toi. Et la famille reste toujours la famille. Tu seras toujours la bienvenue ici, au bureau. Et puis voilà, on va se voir de temps en temps pour des shows de poissons, saucons. Oui, avec un peu d'être. Merci beaucoup. Foutou, ne vous inquiétez pas. Foutou sauce graine. Oui, comme d'habitude. Avec quoi? Escargot? Avec la forêt, comme d'habitude. Voilà, c'est comme ça que l'émission se termine en saluant bien évidemment le cours du soir, le bon berger de Yopougon Niangon Académique. Merci. Merci d'être venu participer à cette émission. Merci aussi au fan club à C'est midi. Et on vous dit à demain. Et quelle que soit la situation que vous vivez, n'oubliez pas, gardez toujours espoir. Il y a toujours une issue favorable à l'horizon. Au revoir.